J'ai connu Dean peu de temps après qu'on ait rompu ma femme et moi. J'étais à peine remis d'une grave maladie, dont je n'ai rien à dire, sinon qu'elle n'a pas été étrangère à cette lamentable et déprimante rupture, à mon impression que tout était foutu. Avec l'arrivée de Dean Moriarty, commença le chapitre de ma vie qu'on pourrait baptiser ma vie sur la route. Auparavant, j'avais souvent rêvé d'aller dans l'Ouest pour voir le pays, formant toujours de vagues projets que je n'exécutais jamais. Pour la route, Dean est le type parfait, car il y est né sur la route, dans une bagnole, alors que ses parents traversaient Salt Lake City en 1926 pour gagner Los Angeles. Les premiers échos que j'ai eus de lui me vinrent de Chade King, qui me montra des lettres que Dean avait écrites dans une maison de correction du Nouveau-Mexique. Je fus prodigieusement intéressé par ces lettres dans lesquelles, avec tant de naïveté et de gentillesse, il demandait à Chade de tout lui apprendre sur Nietzsche et les autres choses merveilleuses que Chade connaissait. À l'occasion, Carlo et moi nous parlions de ces lettres. Pourrions-nous jamais rencontrer l'étrange Dean Moriarty? Tout cela remonte bien loin, à l'époque où Dean n'était pas encore le type qu'il est devenu, où il était un gosse en cage, tout enveloppé de mystère. Puis la rumeur courut que Dean était sorti de sa maison de correction et qu'il venait à New York pour la première fois. On disait aussi qu'il venait de se marier avec une fille nommée Marilou. Un jour où je traînais sur le campus, Chad et Tim Gray me dirent que Dean s'était installé dans un meublé minable de East Harlem, le quartier espagnol d'Harlem. Dean était arrivé la nuit précédente, venant pour la première fois à New York, avec sa belle petite poule délurée, sa mère Ilou. Ils descendirent de l'autocar Greyhound à la 50e rue, et, se baladant dans le quartier à la recherche d'un endroit où manger, ils tombèrent sur la cafétéria d'Hector, qui depuis lors est toujours resté un haut lieu de New York pour Dean. Ils se payèrent de belles pâtisseries glacées dans le sucre et des choux à la crème. Tout ce temps, Dean tenait à Marilou des discours de ce genre. Maintenant, chérie, nous voici à New York, et bien que je ne t'ai pas vraiment dit tout ce qui me venait à l'esprit quand nous avons traversé le Missouri, et en particulier quand nous sommes passés près du pénitencier de Boonville, qui me rappelait mes petites affaires de prison, il nous faut absolument maintenant remettre à plus tard l'examen de ce que nous n'avons pas encore débrouillé de nos sentiments personnels, et méditer pour commencer sur des plans précis de vie laborieuse, et ainsi de suite sur le ton qu'il prenait en ces temps héroïques. J'allais jusqu'au meublé minable avec les copains, et Dean vint nous ouvrir en caleçon. Marie-Lou sortait du lit, Dean avait expédié le locataire de l'appartement à la cuisine, sans doute pour faire le café, tandis qu'il s'occupait une fois de plus à résoudre l'éternel problème de l'amour. Pour lui, le sexe était la seule et unique chose qui fût sainte et importante dans l'existence, bien qu'il eût à turbiner comme un damné pour gagner sa vie et tout ce qui s'ensuit. À sa manière d'opiner du bonnet, les yeux baissés, on aurait dit un poulain du ring à l'entraînement qui veut vous persuader qu'il profite de chaque mot et débite par chapelet les oui et les d'accord. À la première impression, Dean me fit l'effet de Gino Triangeon, coquet, les hanches étroites, les yeux bleus et le véritable accent de l'Oklahoma. Un héros à rouflaquettes sorti des neiges de l'Ouest. De fait, il avait travaillé dans un ranch, chez Ed Wall, dans le Colorado, avant d'épouser Marilou et de partir pour l'Est. Marilou était une jolie blonde avec de longues boucles de cheveux pareilles à des vagues d'or. Elle était assise au bord du lit, les bras ballants entre les jambes, et ses yeux couleur d'horizon brumeux regardaient droit devant elle, d'un air égaré, parce qu'elle se trouvait dans un de ces meublés new-yorkais, terne et de sinistre réputation, dont on lui avait parlé dans l'Ouest. Et elle attendait, ressemblant ainsi, longiforme et émaciée, à quelque femme surréaliste de Modigliani dans une vraie pièce. Pourtant, mis à part qu'elle était une mignonne petite fille, elle était totalement bouchée, et capable des plus horribles vacheries. Cette nuit-là, nous la passâmes tous à boire de la bière, à blaguer, à discuter jusqu'à l'aube, et au matin, tandis que nous étions assis pêle-mêle, fumant en silence les mégots des cendriers sous la pâle lueur d'un jour triste, Dean se leva nerveusement, arpenta la pièce en méditant, et décréta que la chose à faire, c'était pour Marilou de préparer le petit déjeuner et de balayer le plancher. En d'autres termes, nous devons nous accrocher au terrain, chérie, comme je te le dis, autrement il y aura des fluctuations, nous serons dépourvus d'une intelligence réelle de la situation, et nos projets ne se concrétiseront pas. Là-dessus, je m'en allais. La semaine suivante, il confia à Chade King qu'il devait absolument apprendre à écrire. Chade lui dit que j'étais écrivain et qu'il fallait me demander conseil. Entre-temps, Dean avait trouvé du travail dans un parc à auto, s'était bagarré avec Marie-Lou dans leur logement de Boken, Dieu sait ce qu'ils étaient allés foutre là-bas, et sa fureur à elle avait été telle, elle éprouvait un besoin si véhément de se venger, qu'elle avait porté plainte à la police sous je ne sais quel prétexte mensonger, forgé dans l'hystérie et la démence, et Dean avait dû filer de Boken. De la sorte, il n'avait plus d'endroit où se loger. Il alla directement à Paterson, dans le New Jersey,
où j'habitais avec ma tante, et une nuit, comme j'étais en train de travailler, on frappe à coup à la porte, et voilà mon Dean qui fait des courbettes et se tortille obséquieusement dans l'ombre du vestibule, et qui me dit « Salut, tu te souviens de moi, Dean Moriarty? Je suis venu te demander de m'apprendre à écrire. »« Où est Marilou ?» lui demandai-je. Et Dean répondit qu'elle avait apparemment putassé et gagné quelques dollars, et qu'elle était repartie pour Denver, la putain. Puis nous sortîmes prendre un pot, car nous ne pouvions pas parler à notre aise sous le nez de ma tante, assise dans le salon en train de lire son journal. Elle jaugea Dean et décréta que c'était un dingo. Au bar, je dis à Dean, « Fin Dieu mon pote, je sais parfaitement que tu n'es pas uniquement venu me trouver pour apprendre l'art d'écrire, et après tout, la seule chose dont je sois sûr, c'est que tu montes dans cette affaire l'acharnement d'un toqué de la Barzédrine. » Il répondit, « Oui, bien sûr, je sais exactement ce que tu veux dire, et de fait, tous ces problèmes se sont présentés à mon esprit. Mais ce que je brigue, c'est la concrétisation de ces facteurs, qui dépendraient au premier chef de la dichotomie de Schopenhauer pour une part intimement accomplie. » Et cela continuait sur ce ton, des discours auxquels je ne comprenais rien, et lui-même pas davantage. En ce temps-là, il ne savait vraiment pas ce qu'il racontait. Pour tout dire, c'était un gosse frais et moulu de la centrale, et tout surexcité par la possibilité merveilleuse de devenir un vrai intellectuel. Et il adoptait volontiers, mais d'une manière abracadabrante, le ton et les expressions qu'il tenait des vrais intellectuels. Dites-vous bien, cependant, qu'il n'était pas si naïf que ça pour les autres choses, et qu'il lui suffit de quelques mois à peine de camaraderie avec Karl Marx pour être dans le coup et se mettre au courant des termes et du jargon et de tout. Néanmoins, nous nous comprenions bien pour d'autres sortes de folies, et je fus d'accord pour qu'il restât chez moi jusqu'à ce qu'il ait trouvé du travail. Et de plus, on décida de partir pour l'Ouest un jour ou l'autre. C'était pendant l'hiver 1947. Diamonds on my windshield, tears from heaven, pulling into town on the interstate, pulling a steel train in the rain. Wind bites my cheek through the wind, fast flying freeway drive. Un soir où Dean dînait à la maison, il y avait déjà un emploi dans un parking à New York, il se pencha sur mon épaule pendant que je tapais en vitesse sur ma machine et dit « Allons mon pote, ils ne font pas attendre ces dames, dépêche-toi !» « Attends une minute, dis-je, je suis à toi dès que j'ai fini ce chapitre. » Et c'était l'un des meilleurs chapitres du livre. Puis je m'habillai et l'on mit le cap sur New York pour rejoindre des filles. Dans l'autobus, comme nous roulions dans le gouffre surnaturel et phosphorescent du Lincoln Tunnel, appuyés l'un contre l'autre, nous agitions les mains, gueulant et discutant avec frénésie, et la mouche de Dean commençait à me piquer. C'était un gosse furieusement excité par la vie, et s'il était un truqueur, s'il roulait le monde, c'est seulement parce qu'il voulait vivre de toutes ses forces, et se mêler aux autres qui, autrement, n'auraient fait aucun cas de lui. Il me roulait, et je le savais, pour le vivre, le couvert, l'art d'écrire, etc. Et il savait que je le savais, c'était le lien essentiel de notre complicité. Mais je m'en foutais, et nous nous entendions bien, sans faire d'histoire, et sans nous marcher sur les pieds. Nous étions aux petits soins l'un pour l'autre, attendrissants comme des copains d'un jour. Il en vint à m'enseigner autant de choses que probablement je pouvais lui en apprendre. Pour tout ce qui touchait à mon travail, il disait « Fonce, tout ce que tu fais est grand ». Il lorgnait par-dessus mon épaule pendant que j'écrivais et gueulait « Mais oui, parfaitement, génial, mon pote !» Ou bien « Pouah !» Il s'essuyait la figure avec son mouchoir. Ben Dieu, mon pote, il y a tant de choses à faire, tant de choses à écrire. Comment même commencer à tout coucher sur le papier sans ces contraintes raffinées et toutes ces entraves, quoi. Les tabous littéraires et les frayeurs grammaticales. Ah oui, mon vieux, voilà qui est parlé. Et je voyais jaillir de ses yeux une sorte de lueur sacrée sous l'effet de ces excitantes visions qu'il me décrivait d'une façon si torrentielle que, dans les autobus, les gens se retournaient pour voir le loufoque surexcité. Home at last,